Merci Justine. Alors comme je le disais en introduction, ça fait maintenant quelques années que j'accompagne Artefact. Mais toi Justine, ça fait beaucoup plus de temps que tu connais Artefact, ça fait 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et puis les enjeux que vous avez connus et traversés durant toutes ces années? Bien sûr, bonjour à tous. Enchantée d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet du futur du marketing. Donc oui, effectivement, je suis arrivée chez Artefact, moi, il y a 10 ans. Donc tout au début de l'aventure, on était moins de 20 à l'époque. Donc une petite start-up. Ouais, je me rappelle, c'était assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. On avait à l'époque, comme l'a dit Alexis en introduction, un ADN très data marketing. Donc ce qu'on voyait principalement, c'est que les usages de la data et l'IA à cette époque-là étaient principalement orientés sur le domaine du marketing. Donc c'était la grande période des DMP, comme l'a dit Alexis. On déployait des DMP, on travaillait à l'enrichissement effectivement des données clients via de la donnée seconde partie, third party, etc. Donc ça a vraiment été un moment fort, on va dire, des années 2016-2017. Ensuite, on a accompagné le Move to Cloud. Donc c'était l'époque où tous nos clients effectivement se posaient la question de la nécessité et de l'utilité de basculer sur le cloud, notamment pour pouvoir travailler les premiers usages d'intelligence artificielle. Donc on a accompagné ces enjeux de Move to Cloud. On a accompagné aussi le développement des premiers POC IA. Donc à l'époque, sur les sujets de marketing, c'était les enjeux de scoring, de propensity modeling, de clustering via l'enrichissement effectivement avec des données third party. Très vite, c'est ensuite posé la question de l'industrialisation de l'IA. On faisait beaucoup de POC, mais on voyait, c'était encore assez gadget, et le sujet qui se posait, c'était la valeur. Quelle valeur on va retirer de tous ces cas d'usage-là? Et pour arriver à tirer de la valeur, il y avait l'enjeu de l'industrialisation, de la mise en production et du passage à l'échelle. Donc là, on voyait bien que le bloqueur, il était technologique. Donc on a travaillé avec nos clients sur la mise en place de plateformes effectivement pour passer à l'échelle l'IA. Donc on parlait alors de MLOps, et on en parle toujours d'ailleurs de ML Engineering. Et voilà, on a vraiment accompagné ce scale-là. Et là, du coup, depuis 3 ans, c'est assez intéressant parce qu'on voit que le bloqueur, il est plus vraiment technologique, il est humain. Donc avec l'arrivée de l'IA générative, donc on a aussi massivement accompagné cette transformation-là. Et pourquoi je parle d'humain? Parce qu'ici, le sujet, il n'est pas technologique. Tout le monde, tout un chacun peut effectivement travailler, utiliser ces outils d'IA générative pour optimiser leur quotidien. Le sujet ici, il est beaucoup plus humain et de transformation. C'est comment effectivement on arrive à ce que les organisations s'emparent du sujet. Donc c'est pour ça que la raison d'être d'Artefact a quand même évolué et on s'est réorienté à ce moment-là sur les sujets effectivement de transformation, d'adoption, et on s'est aussi massivement organisé en interne pour arriver à accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et là encore, avec l'agentique IA dont on va parler assez largement aujourd'hui, on passe dans une nouvelle ère. Là, on est vraiment, effectivement, on voit la promesse de création de valeur vraiment apparaître de manière massive parce qu'on touche au cœur des organisations, on touche au processus de vos organisations. Et c'est là, effectivement, qu'on voit, nous, beaucoup de potentiel et beaucoup de valeur. Donc voilà, une évolution assez intéressante ces 10 dernières années du modèle d'Artefact pour vraiment suivre, effectivement, les enjeux de nos clients. Alors, l'agentique et l'IA vont être des sujets qui vont être au cœur de tous nos échanges aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques mois que tu es CEO France d'Artefact, dans un environnement, l'a rappelé Alexis, très challenging, pour prendre un mot anglais. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels ont été les premiers enjeux que tu as identifiés et les convictions que tu as sur le marché ? Bien sûr. Donc oui, ça fait 3 mois effectivement que j'ai pris mon poste. Je suis revenue fin janvier de congé maternité et j'ai directement commencé sur ce nouveau poste. Donc pas mal d'enjeux, et les 2 peut-être assez majeurs que je pense intéressants à partager avec vous aujourd'hui. C'est le premier, c'est sur notre transformation interne, notre transformation IA interne. Donc nous, on accompagne nos clients dans leur transformation IA. On vous accompagne à vous organiser pour mieux saisir effectivement le potentiel de ces nouvelles technologies. Mais la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, pour aider au mieux nos clients, nous aussi, on a peut-être un enjeu de transformation interne. Quels sont les besoins de demain? Quelles sont les compétences dont demain vous allez avoir besoin en tant que client? Et nous, comment Artefact, effectivement, on prend le pas de ces transformations-là et on se transforme aussi, nous, en interne. Donc, on a effectivement une réflexion aujourd'hui sur les talents.
Déjà, quelles seront les compétences dont on aura besoin demain, et aussi comment nous, on outille nos talents, comment on fait évoluer nos talents pour aussi prendre en compte ces nouveaux enjeux autour de l'IA et notamment de l'IA générative. Donc, par exemple, on sait que certains métiers vont être transformés. On sait par exemple que les rôles, le product owner demain aura un rôle certainement encore plus important qu'il peut avoir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'avec les nouveaux outils, les nouvelles technologies qui apparaissent, un product owner pourra être capable demain de travailler des prototypes, de lui-même construire des prototypes pour itérer effectivement avec les clients sur le produit qu'il est en train de construire. Et même sans parler de prototypes, on pourra aller plus loin. Le product owner pourra lui créer lui-même des produits simples, type des dashboards avec des plateformes no-code ou même des web apps. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Pareil sur les métiers du développement. On sait aujourd'hui qu'il y a plein d'outils qui permettent aux développeurs de générer du code dans le bon contexte, de débugger, de automatiser les tests et la documentation. Donc nous, notre sujet, c'est d'identifier effectivement les bons outils à mettre dans la main de nos talents et de se dire aussi comment on les accompagne, comment on les forme à l'usage de ces outils, à l'usage à bon escient de ces outils. Donc nous, on a une vision très positive de ce que l'IA peut apporter à nos collaborateurs, mais l'idée, c'est qu'il y a aussi un enjeu de notre côté pour encadrer l'usage. C'est-à-dire qu'un jeune développeur, par exemple, nous, on veut d'abord qu'il apprenne à coder du code propre avant d'en générer automatiquement via des outils d'IA générative. Donc on a tout un enjeu de se dire aussi comment on veut encadrer les usages, comment on utilise l'IA effectivement à bon escient, et du coup, quels sont les processus qu'on met en place pour s'assurer que ça soit créateur de valeur. Voilà. Et du coup, derrière cette réflexion-là, l'enjeu, c'est de se dire comment nous, Artefact, on reste différenciants pour nos clients dans un monde où demain, voilà, il y a beaucoup de personnes qui seront en capacité, effectivement, de générer du code et, voilà, et de créer des produits via ces nouveaux outils. Donc ça, c'est le premier enjeu, j'ai envie de dire, de transformation IA de nos talents. Le deuxième enjeu, il est autour de nos offres, de comment, effectivement, on travaille notre portefeuille d'offres pour qu'il soit attractif et qu'il réponde aux besoins de nos clients aujourd'hui dans un contexte économique qu'on sait tendu. Donc il y a effectivement le contexte économique et géopolitique et ce qu'il est aujourd'hui. On voit que nos clients ont de plus en plus de pression sur leurs coûts, sur leur bottom line, et du coup on voit qu'effectivement il y a un enjeu nous aussi à adapter nos offres pour les accompagner dans ces enjeux-là. C'est parfait parce que l'agentique IA et la promesse aujourd'hui des agents IA, c'est justement de travailler sur ce sujet-là d'efficacité et de gain de productivité. Parce qu'avec les agents IA, effectivement, l'IA générative, elle a apporté effectivement une transformation assez massive, mais les gains sont assez diffus. Aujourd'hui, on a du mal à mesurer quantitativement la valeur de l'IA générative. C'est des gains de productivité individuelle. D'ailleurs, Artefact a sorti une étude en début d'année avec l'Institut Odoxa qui s'appelle Future of Work, où on étudie effectivement l'impact de ces nouvelles technologies. Ce qu'on a à peu près quantifié via une analyse quanti et quali, c'est que via l'IA générative, on gagne environ 57 minutes par jour. 1 heure par jour, si vous voulez, de gain de productivité individuelle. Voilà. Mais les gains restent à l'échelle individuelle. On a du mal à quantifier l'impact à l'échelle de l'entreprise. Avec l'agentique, c'est totalement différent. Ce qu'on voit effectivement, c'est là où on a de la vraie valeur à aller chercher sur des gains de productivité. On ne parle plus de use case, on parle vraiment de process. Et là, l'idée, c'est de se dire comment on réduit drastiquement le temps effectivement que prend effectivement certains processus, comment on produit plus d'outcomes. Donc là, on est vraiment sur la création de valeur. Donc pour répondre à ta question, François, on a un enjeu effectivement, nous, de travailler notre portefeuille d'offres pour accompagner. Et du coup, sur ce sujet agentique, on accompagne nos clients sur 3 grands volets. Le premier, effectivement, c'est on aide nos clients dans la structuration de programmes agentiques, c'est-à-dire comment vous devez prendre ce sujet, par quoi commencer, quels sont les domaines sur lesquels vous devez vous lancer, quels sont les processus qui peuvent être des bons candidats effectivement à être repensés via effectivement ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est-à-dire comment vous pouvez gagner du temps et de l'efficacité sur certains processus clés. Donc, on sait par exemple c'est les processus qui sont à cheval entre plusieurs SI, qui brassent de nombreux collaborateurs, où il y a vraiment des enjeux de collaboration entre plusieurs départements. Donc voilà, vous arrivez à identifier quels sont les bons domaines où aller, quels sont effectivement les enablers technologiques à mettre en place. Sur le volet transformation humaine, comment accompagner la transfo. Donc voilà, le programme, on va dire, dans son volet assez holistique. Le deuxième sujet, et Ranan, je pense, y reviendra, c'est le sujet de plateforme. C'est comment, effectivement, on vous outille technologiquement pour que vous soyez en capacité de créer ces agents à la volée et le faire dans un cadre, effectivement, qui soit supervisé et contrôlé. Parce qu'effectivement, on a un enjeu quand même de contrôle assez important de ces technologies. Et le dernier, effectivement, la dernière offre qu'on a travaillée, c'est par exemple ce qu'on appelle Reshape Function. Donc, c'est à l'échelle d'un domaine, par exemple le marketing. Comment on vous accompagne pour vraiment mapper
les processus existants dans l'organisation et vous dire comment vous pouvez être plus efficient. Par exemple, aujourd'hui, voilà, sur le processus de création d'une campagne, comment effectivement on peut le retravailler de bout en bout pour arriver à gagner en efficience. Donc voilà. Donc c'est les deux gros enjeux que je vois, les talents effectivement et les offres, et c'est ce sur quoi on s'attelle là depuis, entre autres, depuis le début de l'année. Et avec ces enjeux autour des talents et des offres, comment est-ce que tu définirais la nouvelle fonction marketing ? Ce qu'on voit déjà aujourd'hui, peut-être pour faire le bilan dans un premier temps, effectivement, de où en sont aujourd'hui les directions marketing, et ensuite on pourra basculer sur les enjeux. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a quand même, les directions marketing, et Alexis en a dit un mot en introduction, ont quand même gagné en maturité. Donc voilà, maintenant on voit que nos clients collectent de la donnée, l'activent dans des environnements qui sont assez maîtrisés. Donc Alexis a parlé des CDP. Il y a un premier niveau de personnalisation qui est fait, des messages, des contenus, des points de contact. Il y a aussi des capacités de mesure qui ont été travaillées via tout ce qui est modèle d'attribution MMM. Et Alexis aussi présentera, en tout cas, pas Alexis, mais on a un cas effectivement avec Accor sur le MMM que Ciné présentera avec notre client chez Accor. Donc en tout cas, voilà, il y a un gain notable en maturité. Par contre, il y a des difficultés qui restent et on voit que les directions marketing sont assez saturées opérationnellement parlant. Donc il y a encore des tâches, et je pense que certains de nous doivent se retrouver potentiellement dans ça, mais on voit encore beaucoup de tâches très chronophages, très répétitives. On voit aussi qu'effectivement tout ce qui est campagne, tout est pensé vraiment très en amont, donc sur le paramétrage de la campagne, très en aval aussi sur l'analyse de la performance, mais il n'y a pas vraiment en continu d'optimisation et de raffinage effectivement de ce qui est lancé. On voit aussi que la promesse de la personnalisation reste encore assez peu travaillée. Donc la promesse du bon message sur le bon canal au bon moment, on n'y est pas encore vraiment. Donc voilà, donc des enjeux assez encore importants autour, en tout cas des choses à faire autour de ces sujets-là. Très bien. Et donc si on continue ce voyage un peu temporel, comment est-ce que tu vois la direction marketing d'ici quelques années ? Du coup, donc, ce qu'on voit, c'est trois grands enjeux, en tout cas, que devront travailler les directions marketing ces prochaines années. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui, avec l'arrivée des agents IA, de retisser un lien pour les marques avec vos clients, avec le consommateur final. Dans le rapport de force entre retailers et marques, ce qu'on voit initialement, c'est que c'était plutôt en faveur des retailers. C'était eux qui avaient la donnée. C'était eux, du coup, qui connaissaient le mieux le consommateur. Aujourd'hui, du coup, avec effectivement les assistants d'IA générative, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une opportunité pour les marques de rétablir un lien direct avec le consommateur, avec le client. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Et d'ailleurs, on observe de moins en moins de trafic sur les sites web et de plus en plus, effectivement, d'interaction avec ces assistants-là. Donc c'est une nouvelle manière, effectivement, pour les clients de rechercher de l'information, de comparer et au final d'acheter. Donc il y aura un enjeu, en tout cas, assez important de positionnement des marques dans cet écosystème-là. Le deuxième enjeu, c'est le passage de ce qu'on appelle un marketing de contenu à un marketing d'interaction. C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui, pareil, dans vos échanges, dans les échanges que les clients peuvent avoir avec ces assistants-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de contexte autour de l'acte d'achat. Donc par exemple, aujourd'hui, on voit qu'on arrive à voir que le client ne cherche pas forcément à acheter un canapé, mais à refaire son salon dans son intégralité. Donc en fait, il y a un enjeu de connaissance du contexte qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui ouvre aussi un champ d'opportunité pour les marques de mieux travailler justement effectivement la relation avec le client. Et enfin, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'avènement effectivement de l'agentique, on voit que la promesse effectivement du bon message sur le bon canal au bon moment est enfin possible. Parce que nous, ce qu'on aime bien dire avec Gentica, c'est que ça permet de faire 10 fois mieux, 10 fois plus rapidement et 10 fois moins cher. Donc, en tout cas, sur tout ce qui est notamment production de contenu, qui est aujourd'hui effectivement très onéreux et qui est trop chronophage d'un point de vue opérationnel, on pense que cette promesse-là va être possible dans les années à venir. Tu en parlais en introduction. Il y a un équilibre à trouver entre la tech et l'humain. Quid de l'avenir du marketeur dans tout ça ? C'est une très bonne question. Donc le marketeur va toujours rester assez central. En tout cas, nous, notre conviction, on a une vision assez positive
effectivement de l'IA, et on pense notamment que ça va plutôt effectivement augmenter l'humain, lui permettre de gagner en productivité et non pas le remplacer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, les directions marketing pour nous, elles vont être composées de marketeurs et d'agents. Et on pense qu'effectivement, le rôle de marketeur demain, ça sera d'encadrer, de manager une multitude d'agents qui travaillera à ses côtés. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer la donne. Et du coup, le marketeur sera beaucoup moins centré sur de l'exécution, sur de la production, mais beaucoup plus effectivement sur de l'orchestration, du test, de l'interprétation de résultats. Et on voit 2 grands types d'agents apparaître qui seront également en support de ces fonctions-là. Ce qu'on appelle des task agents. Donc ça, c'est vraiment les agents de productivité plus individuels, donc qui pourront vous assister les marketeurs au quotidien dans certaines de leurs actions. Donc je peux prendre un exemple, par exemple, pour les gestionnaires de campagnes sociales, donc un agent qui pourrait générer des posts sur, des tweets, par exemple, ou des légendes pour des posts Instagram, ce genre de choses-là automatiquement. Pour un content manager, un agent qui pourrait décliner un contenu en différents formats pour différentes plateformes. Donc ça, c'est vraiment les agents plus de productivité individuelle. Et c'est tout ce qu'on rentre dans l'amélioration du poste de travail. Donc c'est le poste de travail de demain, d'une certaine façon. Et les deuxièmes types d'agents qu'on voit, c'est les workflow agents. Donc c'est eux qui ont un pouvoir beaucoup plus transformatif. Donc c'est eux qui ont vraiment le pouvoir de transformer des pans entiers de votre organisation et de vos processus internes. Donc par exemple, on peut penser à un agent qui demain automatiserait de bout en bout la manière dont est gérée une campagne. Donc de la production d'insights, la génération d'audience, l'activation de ces audiences et derrière l'analyse post-mortem de ce qui est fait. Aussi, de manière assez intéressante, je peux partager un sujet que j'ai discuté avec un client récemment, donc qui a un enjeu assez massif de production de sites web à l'échelle dans les années à venir. Donc il y a plein de lancements de produits, il va y avoir plein de lancements de produits sur plein de géographies. Donc au final, il y a plus d'1 millier de sites web qui vont être créés dans les années à venir. Et du coup, il nous posait la question de comment je peux utiliser l'IA générative pour accélérer ces processus-là et du coup potentiellement disrupter complètement la manière dont aujourd'hui je crée mes assets web. Voilà. Donc ça, c'est un exemple aussi de workflow agent. C'est comment on travaille bout en bout à transformer radicalement un processus qui existe aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 2 familles d'agents qu'on voit, et là on est vraiment sur l'amélioration des activités de run, mais on peut aussi penser donc sur tout ce qui est simulation. On a un cas assez intéressant qui va être présenté, là, le cas Shark Ninja qu'Alexis va présenter. On peut penser demain générer des personas synthétiques, tester des campagnes et mettre en ligne celles qui fonctionnent le mieux, ou tester effectivement des scénarios d'allocation budgétaire sur vos différents canaux, et ensuite effectivement optimiser pour arriver à trouver la combinaison qui a le ROI le plus efficient. Donc voilà, donc ça c'est un peu la manière aujourd'hui, oui, dont on voit la transfo sur ces activités marketing-là. On est hors délai, mais il y a une question qui est quand même centrale, c'est le change management. La technologie est là, on sait que ça marche. Pourtant, l'adoption n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour que les entreprises adoptent ces solutions et accélèrent cette transformation ? Du coup, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y a pas trop de choix que d'adopter ces nouvelles technologies. Et ça, pour vous partager une petite aussi anecdote récente, je parlais avec un client qui n'a pas développé d'assistant d'entreprise à l'échelle. Et en fait, ce qu'on a regardé effectivement avec l'IT, c'est qu'au final, il y a 70% des gens dans cette entreprise qui utilisent des assistants publics. Donc, au final, c'est un danger parce que du coup, ils peuvent faire fuiter des données de l'entreprise sur des plateformes. Il n'y a aucun garde-fou. Donc, il y a vraiment un enjeu effectivement pour nous massif. Il n'y a pas le choix que d'adopter. Par contre, effectivement, il faut bien accompagner. Dans notre étude, justement, on voit qu'il y a 51% globalement des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas les compétences pour utiliser aujourd'hui l'IA à bon escient. Donc, il y a un enjeu effectivement de formation. Mais au-delà de la formation un peu, on va dire, top-down, pour nous, il y a un enjeu de créer des communautés au sein des entreprises pour discuter de ces sujets. Donc nous, quand on déploie de l'IA générative, par exemple, à l'échelle, on travaille fonction par fonction. On crée des librairies de prompts, donc spécialisées effectivement à chaque entité, et on s'assure effectivement de créer de l'échange, créer de la discussion autour de ces sujets. On voit que ça a beaucoup de valeur parce que ça peut faire germer de nouveaux cas d'usage et bien sûr derrière booster l'adoption. Il y a un enjeu aussi à entamer le dialogue au sein de vos entreprises sur c'est quoi aujourd'hui le futur de nos compétences de notre entreprise avec l'IA, avec les partenaires sociaux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on parle beaucoup de gains de productivité, mais on voit aussi que l'IA, elle peut avoir dans certains cas un impact social positif, notamment sur des métiers qui ont des tâches très chronophages, très répétitives, et qui ont un enjeu, on va dire, à être soulagés par cette nouvelle technologie-là.
Donc ça, c'est un sujet. Il y a un enjeu, bien sûr, de créer des écoles internes aussi pour repositionner certaines compétences qui, elles, vont être quand même disruptées massivement par ces sujets-là. Donc, notamment toutes les tâches sont plutôt sur l'exécution propre. Donc voilà, donc c'est ça un peu l'enjeu, c'est dialogue social et formation, on va dire, à l'échelle dans les organisations. Merci beaucoup, Justine. Merci, François. Merci à tous.